Si je mentionne une campagne de lutte anticorruption, genre vraiment acharnée, un projet titanesque pour construire des hôpitaux spécialisés et une volonté soudaine d'accélérer une zone de libre-échange au Sahel, on pourrait légitimement se dire que c'est trois dossiers gouvernementaux qui n'ont rien à voir. Ah ben, c'est clair. C'est complètement l'impression que ça donne au premier abord. Ouais, trois ministères différents qui gèrent leurs affaires dans leur coin, quoi. Exactement. Enfin, c'est juste une énumération d'annonces à l'issue d'un conseil des ministres. Et notre cerveau a tendance à cloisonner tout ça pour mieux le digérer. Mhm. La justice d'un côté, la santé de l'autre, et hop, la diplomatie dans une troisième case. C'est ça. Sauf que, en fait, les sources qu'on examine aujourd'hui racontent une histoire radicalement différente. Ah oui, complètement. Dans cette exploration approfondie d'une série de décrets présidentiels récents en Algérie, Sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, ouais. voilà, eh bien, ce qui saute aux yeux, c'est pas la fragmentation, c'est la cohésion. L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre comment ces trois annonces, qui paraissent distinctes, forment en réalité une seule et même stratégie globale. Et c'est là que ça devient passionnant. Ouais, on observe vraiment la mécanique complexe d'un État qui essaye de consolider son pouvoir à l'intérieur pour mieux étendre son influence à l'extérieur. C'est vraiment le cœur du sujet. Quand on décrypte ces textes officiels, on se rend compte qu'il s'agit de redéfinir un contrat social. En gros, on ne peut pas comprendre la politique étrangère algérienne au Sahel si on ne comprend pas comment l'État gère le budget de la santé. C'est fou quand on y pense. Et on ne peut pas comprendre ce budget de la santé sans regarder comment l'État récupère des fonds via la justice. Tout est interconnecté. Tout à fait. Et je précise tout de suite, avant de plonger dans les détails, que notre but ici, c'est absolument pas de prendre parti, Non, bien sûr. qu'il s'agisse des orientations géopolitiques ou des dynamiques internes. Notre rôle, c'est juste de décortiquer ces documents en toute impartialité. De comprendre la logique d'État. Voilà. Exactement. D'accord, décortiquons tout cela. Commençons par le point de départ de ces triptyques. L'argent. Le nerf de la guerre. Ouais, toujours. Les documents font état de remerciements super appuyés du président au Premier ministre sur, je cite, les efforts colossaux de récupération des fonds et bien pillés au niveau local. On parle de sommes gigantesques. Oui, le texte insiste vraiment lourdement là-dessus, sur la restitution au patrimoine national. Et c'est hyper spécifique sur les zones géographiques ciblées. Et c'est justement ce détail qui m'interpelle. Les décrets ciblent explicitement le secteur de la construction et l'assemblage automobile. Mhm. Et ils localisent ça dans des wilayas très précises, à savoir Batna et Tissemsilt. Moi, l'image qui me vient, c'est celle d'un archéologue financier. Ah, c'est une bonne image, ouais. L'État donne l'impression de creuser méticuleusement pour déterrer le moindre centime caché. Le vocabulaire est même presque martial, genre l'État n'oublie ni ne pardonne. Ouais, concernant ce qu'ils appellent l'argent du peuple, oui. Voilà, et ils promettent d'aller jusqu'au dernier centime. Ce qui est captivant ici, c'est que cette formulation, elle est extrêmement puissante politiquement. Hmm. Dire qu'on ira jusqu'au dernier centime, c'est pas juste une métaphore. C'est l'affirmation d'une autorité implacable. Mais attends, soyons pragmatiques 2 secondes. Traquer de l'argent dans des montages financiers, surtout dans l'industrie lourde. Ça prend un temps fou, oui. Bah oui, ça implique des circuits internationaux, des années de litiges. Annoncer publiquement qu'on va tout récupérer, est-ce que c'est pas avant tout une posture tonale? Un avertissement pour les autres secteurs? Alors, il y a indéniablement une dimension rhétorique, c'est sûr, mais ça sert à un mécanisme très concret. C'est-à-dire? Pour comprendre le choix de la cible, il faut regarder l'industrie automobile en Algérie ces 10 dernières années. Ouais, ça a été très critiqué, non? Énormément. Ce secteur, basé sur l'importation de kits d'assemblage, ça a été le symbole des fuites de devises. C'était pas une vraie industrie qui créait de la valeur locale. C'était souvent un moyen de s'enrichir grâce à des avantages douaniers massifs. Genre une façade industrielle qui cachait une hémorragie de capitaux, en fait. Précisément. Donc quand l'État cible ce secteur à Batna et Tissamsilt, il ne fait pas juste de l'audit fiscal. Il démantèle des réseaux locaux. D'accord. Le message, c'est de dire que l'autorité centrale peut s'infiltrer partout, même au niveau local. Récupérer ses fonds jusqu'au dernier centime, c'est fondamental pour restaurer la confiance populaire. Ça transforme une opération comptable en une entreprise de restauration morale. L'archéologue financier nettoie le système pour prouver que l'État contrôle à nouveau les ressources de la nation. Absolument. C'est la base de ce nouveau contrat social. Un État ne peut pas demander des efforts à sa population s'il tolère des zones de non-droit financier. C'est clair. Ce qui amène un point de cohérence super intéressant. Si l'État agit avec cette fermeté pour protéger l'argent du peuple, Il faut qu'il montre ce qu'il en fait. exactement, il est attendu au tournant sur la réallocation. Et c'est là qu'on passe à une logique de distribution sociale massive.
Le deuxième grand volet de nos sources, c'est la santé publique. Et là, on touche à la décision la plus emblématique de ces décrets. On entre dans ce qu'on pourrait appeler la géographie de la dignité. Ouais, le mot dignité est partout dans le texte. Mhm. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On parle d'une décision qualifiée d'historique. Le président a ordonné de lancer des études immédiates pour construire des hôpitaux spécialisés dans le traitement du cancer. Et pas n'importe où. Non, dans chaque wilaya du pays. Pour ceux qui découvrent, ça fait 58 wilayas en Algérie, 58 hôpitaux spécialisés. C'est est déclaré ligne rouge. C'est un changement de paradigme fondamental. Je veux bien le croire, mais arrêtons-nous sur la logistique. Sur le papier, c'est inattaquable. Mais construire un pôle d'oncologie, C'est pas comme ouvrir un dispensaire, non. bah non, c'est de l'équipement lourd, des bunkers de radiothérapie, du personnel ultra spécialisé. On parle d'oncologues, de physiciens médicaux. Mhm. Comment on passe d'une déclaration politique à une réalité sur 58 territoires différents sans que ça devienne des coquilles vides? C'est tout le défi. Et c'est pour ça que le décret parle d'accélérer les études. L'État sait très bien qu'on ne fait pas apparaître des hôpitaux par magie. Heureusement. Si l'on relie cela à la vision globale, le but c'est de repenser la matrice logistique du pays. Jusqu'ici, l'excellence médicale, elle était hyper centralisée sur la côte, dans les grandes villes. Ce qui crée une fracture énorme. Complètement. Une fracture invisible mais mortelle. Si un patient doit faire 700 km pour une chimiothérapie, le voyage l'épuise autant que le traitement. La géographie devient littéralement une cause de mortalité en plus, quoi. C'est exactement le diagnostic du décret. L'équité spatiale, c'est ça. Garantir que n'importe quel citoyen, même loin de la capitale, a le même droit à la vie. Et comment ils financent ça sans s'endetter? Eh bien, ça nous ramène à la première partie. Le budget, d'après les sources, vient de cette récupération farouche des ressources et d'une réorientation du budget. Ah, la fameuse ligne rouge. Voilà. Face à d'autres projets, la santé gagne l'arbitrage budgétaire. C'est l'illustration pratique que l'État réinvestit pour la survie de ses citoyens. Mais du coup, l'État met sa propre crédibilité en jeu, non? S'ils promettent ça et qu'ils échouent, l'opinion publique va pas pardonner. C'est un pari existentiel. En liant le nettoyage financier à la construction d'hôpitaux pour le cancer, la symbolique est forte. On enlève les tumeurs financières pour soigner les tumeurs des citoyens. C'est exactement ça. La légitimité du gouvernement repose sur sa capacité prouvée à protéger la vie quotidienne. C'est comme ça qu'on pacifie le front intérieur. C'est une vision très centrée sur la protection du foyer national. On nettoie la maison, on soigne les habitants. Hmm. Mais l'analyse des sources montre que ça s'arrête pas là. Et ça nous amène au troisième axe. On sort des frontières, direction le sud, vers le Sahel. C'est la suite logique. Un socle domestique sain, c'est le prérequis pour projeter de l'influence à l'extérieur. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Les sources décrivent les directives du président qui veut que l'Algérie soit la locomotive du continent. Oui, le terme est fort. Il ordonne d'accélérer les accords de coopération économique avec le Niger et le Tchad. On parle de créer de grandes zones de libre-échange. Pour garantir la stabilité et éloigner les ingérences étrangères, selon le texte. Ouais, l'analogie qui me vient, c'est qu'au lieu de construire une forteresse militaire, ils construisent une forteresse économique. C'est très pertinent comme concept. Mais j'avoue que je suis perplexe. Le Sahel, c'est hyper instable. Il y a des groupes armés, des trafics, des interventions étrangères. Oui, c'est une zone très complexe. Comment une zone de libre-échange avec le Tchad ou le Niger peut servir de bouclier? Je veux dire, une taxe douanière avantageuse, ça n'arrête pas une milice armée. Pas sur le champ de bataille, évidemment. Mais cela soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qui nourrit cette instabilité? La pauvreté, j'imagine. En grande partie. La vision purement sécuritaire, envoyer des troupes, fermer les frontières, ça a montré ses limites. Parce que ça règle pas l'effondrement économique. Les groupes armés recrutent facilement quand les jeunes n'ont aucune perspective, à part la contrebande. Ah, donc on passe d'une vision militaire à du co-développement. Exactement. Le décret montre ce glissement sémantique. L'Algérie veut structurer un marché formel. Si on intègre les économies frontalières, on crée de l'emploi, des chaînes de valeur. Et donc les populations locales deviennent des acteurs économiques. Voilà. Et leur survie dépend du commerce légal et de la paix, plutôt que des trafics illicites. En gros, on transforme des voisins vulnérables en partenaires. Ils n'ont plus du tout intérêt à soutenir des groupes qui déstabilisent la région, vu que ça détruirait leur propre commerce. C'est un bouclier par l'intégration économique. Et c'est vu comme le meilleur antidote contre les ingérences extérieures. Comment ça? Les mercenaires ou les puissances étrangères profitent toujours du vide institutionnel et de la précarité. Si l'économie est arrimée à la puissance algérienne, la région devient résiliente.
Plus besoin d'appeler des forces extérieures à l'aide, du coup. C'est ça, l'influence algérienne propose des routes, des infrastructures, du commerce, plutôt que juste des batteries militaires. C'est hyper proactif comme défense. On stabilise le terrain diplomatiquement et économiquement avant même que la menace n'arrive à la frontière. C'est l'essence d'une puissance stabilisatrice régionale, Ce qui nous ramène de façon assez vertigineuse au tout début de notre exploration. la fameuse cohésion. Ouais, quand on regarde la vue d'ensemble, c'est frappant. L'État nettoie ses finances à Batna et Tissem Silt pour asseoir son autorité. Mhm. Ensuite, il utilise cet argent pour financer ce projet d'hôpitaux oncologiques dans les 58 wilayas, honorant ainsi son contrat social. Et enfin, fort de cette stabilité interne, il se déploie vers le Niger et le Tchad pour tisser ce bouclier économique au Sahel. C'est un édifice politique où chaque pilier soutient l'autre. Complètement. Mais ça amène une réflexion de fond, quand on met vraiment en perspective toutes ces données. Ah oui, laquelle? Le point de friction, c'est le financement de tout ça en même temps. C'est vrai que construire 58 hôpitaux spécialisés, plus financer des zones de libre-échange au Sahel, C'est une pression financière colossale, même pour une puissance énergétique. et donc? Eh bien, on peut se demander si la réussite des hôpitaux à l'intérieur du pays ne dépend pas au final de la réussite de la stratégie au Sahel. Attends, la santé des citoyens dépendrait du libre-échange avec le Niger et le Tchad? Réfléchissons-y. Si la forteresse économique fonctionne, ça crée de la richesse, ça tarit l'insurrection. D'accord. Donc, le fardeau sécuritaire à la frontière sud diminue. L'armée a moins besoin de se déployer massivement, Ah, je vois. et les économies réalisées sur le budget militaire peuvent être redirigées vers le social. Exactement. Les dividendes de la paix payent l'entretien de ces 58 hôpitaux et les salaires des médecins. Mais si le co-développement au Sahel échoue? Si ça s'embrase au sud, l'impératif de survie reprend le dessus. Le budget file d'urgence vers l'armement. Et les hôpitaux risquent de plus avoir les fonds pour fonctionner. C'est fou de voir à quel point tout est lié. La santé du citoyen à l'intérieur est intimement liée à la prospérité du Sahel à l'extérieur. C'est une perspective vraiment géniale pour conclure cette analyse. Ça montre qu'on ne peut plus lire la politique en dossiers séparés. Derrière ces décrets, il y a des choix de société et une architecture géopolitique complexe. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec grand plaisir. À tous ceux qui aiment ce genre de décryptage détaillé, gardez cette curiosité pour aller voir derrière les déclarations officielles. Il y a toujours plus à découvrir. À très bientôt pour continuer à explorer ces dynamiques qui façonnent notre monde.